Nelly Kempf, bonjour. Bonjour. Je me suis entraîné pour bien pas me tromper sur ton nom de famille. Je suis hyper content de te recevoir. Tu fais partie pour moi des coups de cœur que j'ai eus parce que je t'ai suivi, je t'ai découvert à travers les réseaux. Il y a plein de choses positives que je t'ai remontées, que je vais te dire ici. D'abord, j'ai trouvé ta newsletter était assez qualitative. Quand je dis assez, c'est qu'en général, on voit des choses basiques, simples de la veille. Et là, j'ai trouvé que tu arrivais à te donner de la peine pour ton auditoire, pour ceux qui sont abonnés. Je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes. Même, j'ai repris des choses que je me suis appropriées, etc. Donc ça, c'est super. T'es une fille, il n'y en a pas assez dans le SEO. Donc ça, c'est un deuxième point super. Et 3, j'ai l'impression que voilà, tu fais ton trou, ton marketing et tu résonnes pas mal. Donc vraiment, bravo, parce que on a besoin de gens comme toi dans le référencement. J'ai bien fait de venir, dis donc. Merci, ça me fait plaisir tout ça. D'autant que tu viens de loin en plus. Ouais. Tu viens d'où? Du Mexique. Waouh, le Mexique. Il fait beau là-bas ou pas? Écoute, on a eu un petit ouragan la semaine dernière, mais tout va bien. Ah, c'est rien, un petit ouragan. C'est l'habitude. Pas au Mexique, ouais. Tranquille. D'accord. Et alors du coup, on va parler un peu de toi. Tu vas nous parler un peu de ton parcours. Alors puisqu'on a introduit le Mexique, est-ce que tu peux nous projeter un peu dans cette vie au Mexique? Qu'est-ce qui se passerait pour demain une personne qui voudrait partir là-bas? Voilà, dis-nous. Moi, je suis très casanier, donc j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui se passe quand un jour on prend son sac à dos, on s'en va au Mexique sans billet de retour. Eh ben écoute, ferme les yeux, imagine le soleil qui tape sur ton front. Ah ouais, j'y suis. Ah non. Non, alors le Mexique, moi j'y suis arrivée il y a 5 ans à peu près. Ça a déjà beaucoup changé entre quand je suis arrivée en 2019 et maintenant, ne serait-ce qu'en termes de niveau de vie, etc., où c'est vraiment de plus en plus cher chaque année. Il y a beaucoup de Mexicains qui ont des difficultés. Et si en tant qu'étranger, tu veux vivre correctement, t'es obligé d'entreprendre. Si tu veux avoir un salaire mexicain, en tout cas dans ma région, qui n'est pas la capitale, moi j'habite dans le Yucatan, donc c'est à peu près à 400 km à l'ouest de Cancun. Dans ma région, si tu veux vivre correctement, tu dois avoir ta boîte. Donc ça, je l'ai très vite compris. Et j'étais partie au Mexique pour entreprendre à la base, donc ça tombait bien. C'est un peu difficile d'avoir le visa parce que tu dois justifier de tout un tas de trucs. Donc venir comme ça, juste avec un sac à dos sans retour, je vais te projeter jusqu'à l'aéroport, globalement. Tu vois, ton expérience, elle va s'arrêter très vite. Parce que si t'arrives avec un visa de touriste, t'as pas le droit d'entreprendre, t'as pas le droit de même faire du bénévolat. Il y a des démarches pour aller plus loin et montrer que tu peux apporter quelque chose au Mexique. Alors en fait, tu peux soit obtenir un visa d'entrepreneur, d'investisseur, mais pour ça, il faut avoir une certaine somme. Alors j'ai plus les chiffres en tête, mais ça doit être autour de $150,000 ou quelque chose comme ça sur ton compte. Sinon, tu peux obtenir une résidence ou un visa de travail, mais ça va dépendre de plein de critères et on n'est pas sur un podcast sur l'immigration, donc alors, les critères, je vais pas donner tous les détails, mais ça c'est un gros point pour entreprendre au Mexique, c'est de pouvoir obtenir un visa pour rester légalement dans le pays et pouvoir ensuite embaucher des gens, avoir un numéro un numéro fiscal qui va te permettre d'émettre des factures, etc. Moi par exemple, ma boîte elle est au Mexique et c'était pas si évident que ça au début. C'est pas le paradigme qu'on a de temps en temps de se dire à l'étranger, on monte une boîte en 2 secondes, c'est hyper facile, alors qu'en France, c'est beaucoup trop de procédures. Finalement, t'as trouvé ça quand même... Alors, c'est facile une fois que t'as ton visa de travail. C'est ça. En fait. Donc, si tu peux obtenir le visa de travail en te mariant il y a plein de façons de l'obtenir, mais ça, c'est vraiment la première étape. Et une fois que t'as ton visa et que t'es légal, c'est très facile d'investir. Moi, j'ai ouvert plusieurs entreprises au Mexique, ça se fait vraiment facilement. Et t'as vraiment une liberté, on va pas te brider sur tes idées, sur ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. Pendant le Covid, par exemple, le Covid a été très long au Mexique et les Mexicains savent se réinventer super facilement. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui ont été fermées par la loi de par la situation sanitaire et on voyait plein de messages, ma boîte a été fermée, je peux faire ça. Est-ce que quelqu'un veut s'associer avec moi? Mais c'est-à-dire qu'on passait de quelqu'un qui vendait des tacos à quelqu'un qui réparait une voiture, tu vois. Ils ont aucune limite sur le fait de créer des boîtes. Le syndrome de l'imposteur n'existe pas. C'est du MVP à fond. On lance un petit produit, on teste et on voit si ça marche. Alors justement, toi, t'as déjà été salarié, je crois pas. Hein. Au Mexique, non. Non, mais et en France? En France, ouais, mais c'était pas très intéressant. Ok. Donc toi, t'es un peu le pur produit de l'entrepreneur, parce qu'en fait, on en a parlé un peu en off, mais t'as tout de suite été sur des logiques de créer un business, créer de la valeur, voilà. Est-ce que ça fait partie pour les gens qui hésitent, parce que moi je parle avec des gens qui hésitent à sauter le pas, qui sont peut-être
d'ailleurs salariés qui du coup ont du mal à franchir le pas. Est-ce que tu peux nous donner des conseils là-dessus, nous dire, est-ce que toi tu dirais, ah non mais moi ça a toujours fait partie de mon ADN, en fait je me suis jamais posé de questions, ou au contraire il y a eu des démarches intellectuelles pour dire, allez vas-y, je pars là-dessus, puis ça marche pas, tant pis, je pars sur autre chose. Alors c'est vraiment plutôt la deuxième option. En fait, moi j'ai fait des études longues en urbanisme, donc on n'est pas très entrepreneur chez les urbanistes. Et puis finalement, j'ai toujours eu un peu l'envie de faire les choses un peu à ma sauce aussi, et d'essayer, de tester. J'ai toujours été très curieuse de plein de trucs, que ça soit dans le pro, dans le perso, dans tout. Et puis c'est les rencontres de la vie qui ont fait que je me suis orientée un petit peu plus vers l'entrepreneuriat. Je me suis dit bah pourquoi pas, ça pourrait me plaire. Et au début, tu vois, c'était même plus l'idée d'entreprendre que vraiment le projet final qui m'intéressait. C'était le concept et le process de créer une boîte et de développer quelque chose qui pourrait peut-être plaire aux gens ou peut-être pas. Et j'ai eu plein de projets ratés et c'est pas très grave. On apprend plein de choses à chaque fois. Je pense que ce qui est important, c'est de baliser un peu, mais de pas avoir trop peur. Donc, tu peux baliser ton chemin pour éviter de te retrouver SDF parce que t'as fait une grosse connerie. Mais par contre, tu peux aussi te dire que t'as la capacité à rebondir si ça fonctionne pas. Et croire en soi, quoi, un petit peu, et essayer de se faire confiance et pas non plus être trop dans la sécurisation de ce qui pourrait se passer en bien ou en mal, quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, comment, les gens qui nous écoutent, ils se disent, OK, elle est sympa, mais moi, demain, comment je fais pour manger dans les projets qui marchent pas? Comment je fais pour gagner ma vie? Enfin, comment t'as fait pour t'en sortir dans les moments où ça marchait moins bien? J'ai cravaché. En fait, quand je pars sur un nouveau projet, j'ai fait plein de choses comme ça où je me suis retrouvée avec 0 sur mon compte en banque. J'ai acheté une ruine que j'ai restaurée. Ça m'a pris 5 fois plus de budget que ce que j'avais prévu. J'ai monté des entreprises au Mexique. Il y a eu le Covid, j'ai tout perdu. Enfin, mais bon, c'est pas grave, je suis toujours là. T'as trouvé des plans B pour t'acheter de quoi manger, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, l'idée à chaque fois, j'essaie de me demander... au pire, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et je me dis, OK, je vais lancer mon projet, ça va se passer comme ça, potentiellement. Et si ça se passe pas comme ça, ben, qu'est-ce que je peux mettre en place pour survivre, tu vois? Et je sais, par exemple, que si ma boîte, elle coule, que j'ai plus aucun client et rien, est-ce que je peux toujours payer mon loyer? Est-ce que je peux toujours m'acheter des pâtes? Est-ce que si je peux pas faire ça, je peux retourner chez mes parents ou chez quelqu'un? Est-ce que je peux trouver un travail alimentaire très rapide qui va forcément être nul, mais qui va me permettre, tu vois, de répondre à mes besoins primaires? Et je suis capable de diminuer à fond mes besoins d'argent pour me remettre un peu sur pied et repartir sur autre chose. Donc, ouais, c'est vrai que c'est un bon conseil de faire un peu le worst case et de se dire, OK, dans ce cas-là, en fait, quelles sont les solutions qui s'offrent à moi et de se rendre compte que, déjà, il faut qu'il arrive ce worst case et de deux, il y a quand même des solutions de repli. OK, super clair. Donc, du coup, aussi, point amusant, ce qui se passe, c'est que tu n'es pas un pur produit du SEO, en tout cas au départ et dans ta formation, c'est ce que tu nous as dit. Et finalement, tu tombes dedans un peu par hasard, comme Obélix dans la marmite, boum. Et alors raconte-nous ça. Qu'est-ce qui fait qu'un jour tu fais attends, Google, le SEO, puis c'est marrant ce truc-là. Je vais peut-être vouloir en apprendre plus. Et ben en fait, ça s'est vraiment passé comme ça parce que j'ai créé donc 2 entreprises au Mexique. J'avais une entreprise physique avec des employés et j'avais une marque de décoration, donc du coup plutôt e-commerce où j'expédiais vers l'Europe. Et pour ces 2 entreprises-là, j'étais en charge de à peu près tout. J'étais responsable de moi-même. Alors pour l'entreprise physique, j'étais avec des associés, on avait des équipes marketing, etc. Et on avait plusieurs succursales, donc c'est pas moi qui faisais tout, mais j'étais quand même en charge, tu vois, de la vision et de la gestion quotidienne du truc. Et pour la marque de déco, je faisais depuis la création des modèles jusqu'à l'envoi des colis, le site, l'Instagram, je faisais tout. Et donc, je me suis très rapidement rendu compte qu'avoir un site, c'était bien joli, mais que personne n'allait venir dessus parce que ça marchait pas comme ça. Donc, j'ai commencé tranquillement à essayer de comprendre un petit peu les bases, tu vois, du SEO, à essayer d'écrire des articles de blog, de mettre des titles, des choses comme ça, vraiment très très simples. Et c'était vraiment le tout début, tu vois, de mon apprentissage. Et puis le Covid est arrivé.
Et donc là, j'ai dû fermer l'entreprise que j'avais au Mexique. Le e-commerce, pareil, parce que les envois sont devenus absolument dingues. Je pouvais envoyer toujours au Mexique, mais les entreprises étaient fermées, donc plus personne m'achetait quoi que ce soit. Donc je me suis dit, bon, va falloir que je rebondisse, tu vois. Pareil, on retombe sur le worst case. Ouais, le worst case, ouais. D'ailleurs, t'es dans quel état d'esprit à ce moment-là? T'es complètement effondré en te disant ma vie, ça va s'arrêter, ou finalement tu te dis, bon, ouais, en vrai, enfin, je vais pas te faire des questions trop fermées, mais on n'a pas envie de vivre ce que t'as vécu, quoi. Non, j'étais très embêtée parce que la boîte donc physique que j'avais 5 employés, j'ai dû les licencier du jour au lendemain, j'ai perdu tout mon investissement parce que j'avais investi dans des bâtiments, j'avais investi dans du matériel, etc. Plus personne voulait m'acheter les machines techniques que j'avais parce que c'était le Covid et que personne voulait se lancer à ce moment-là. Et c'est des machines qui se dévaluent très rapidement, donc si tu les revends 3 ans après, elles valent plus rien. Donc j'avais perdu tout mon investissement. J'étais bien embêtée parce que c'était quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros et t'as pas envie d'investir ça pour fermer quelques mois plus tard. Donc c'était plutôt ça de me remettre un peu de cet échec en mode c'est dommage parce que ça marchait super bien cette boîte et en fait je dois la fermer pour des raisons qui sont un peu externes à moi. Mais j'ai pas le choix parce que au Mexique, le Covid a été très 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 long et on a fermé complètement les entreprises, mais on n'avait aucune subvention, aucune aide ni quoi que ce soit. Donc moi, pendant 6 mois, j'ai maintenu les salaires de mes employés qui étaient des salaires élevés. J'avais des bureaux qui étaient assez haut de gamme dans la zone la plus prisée de la ville et tout. Donc j'avais quand même beaucoup de charges. J'avais pas du tout de rentrée. Donc c'était ça plutôt qui était assez difficile de me dire ok, j'ai essayé de tirer au max pour maintenir ce truc-là, mais je me rends bien compte que ça va pas pouvoir fonctionner et qu'on n'a pas de date de fin. Notion de chômage partiel. Non, ça n'existait pas payés à du rien tout. faire. Ouais, pas tout à fait. On avait réussi à les occuper un petit peu, mais ça couvrait absolument pas les dépenses quoi. Puis c'était des docteurs et tout, donc c'était des charges qui étaient assez. Donc au bout d'un moment, tu finis par te dire je peux pas continuer et donc on stoppe licenciement économique quoi. Ouais, c'est ça. Et donc faut mettre la clé sous la porte, récupérer 300 balles de ce que tu peux vendre et te dire qu'est-ce que je fais. Et donc là, je me suis mise à fond sur le SEO, donc j'ai vraiment commencé à me former de façon beaucoup plus sérieuse que ce que j'avais fait en bricolant un peu sur mes activités perso. D'abord, je suis passée par de la rédaction. J'ai fait une formation longue en rédaction et je me suis rapidement rendu compte que j'allais être super frustrée parce que je pourrais pas accompagner les clients sur leurs projets de façon stratégique. Ouais. J'avais l'impression que j'allais être une petite main et qu'on allait me dire d'écrire un article sur tel sujet. Alors j'adore la rédaction, j'en fais encore, tu vois, c'est un truc que sur des sujets qui m'intéressent, je continue de faire. Mais par contre, j'avais besoin d'avoir la vision de pourquoi je dois écrire sur ce sujet-là, comment va s'intégrer l'article dans la stratégie générale, etc. Donc je suis un peu sortie de la rédaction pure pour comprendre un peu plus les autres aspects. J'ai bouffé des tonnes de formations, j'ai créé des sites, j'en ai craché, j'en ai sauvé d'autres. Alors qu'est-ce que t'as pris comme formation t'as des formations qui sont un peu connues en France ou c'est des choses que t'as regardées sur YouTube J'ai fait un peu de tout en rédaction. Du coup, j'ai fait la formation rédaction web de Lucie Rondelet, j'ai fait la formation de Rémi Molina, j'ai fait une formation avec Mathieu Verne, j'ai fait du Brian Dean, j'ai fait Luca Fancello. Là, je viens d'acheter la formation Pinterest SEO que j'ai pas encore ouverte. Et après, beaucoup de blogs, beaucoup de podcasts, beaucoup de vidéos, beaucoup de créateurs de contenu et tout donc, ça. À ce moment-là, tu découvres le SEO. C'est qui les figures que tu as à l'esprit à ce moment-là, les gens qui incarnent ce métier que tu suis qui semble c'est qui ton référentiel à ce moment-là et puis peut-être maintenant? C'est une vaste question parce que en fait j'étais un peu sur YouTube mais j'avais pas de chaîne favorite, tu vois, c'était plus je me rends compte que j'ai un problème sur ce sujet-là et j'allais chercher une vidéo en fonction de ce sujet-là. Et du coup, c'était un peu anarchique des fois ma façon de me former parce que j'avais toutes ces formations mais qui étaient plus sur des points précis et que je venais compléter avec du contenu gratuit. D'accord. Donc pas forcément incarné par quelqu'un, tu suis pas forcément de façon précise telle ou telle personne ou tel mouvement, enfin j'allais dire mouvement, je sais pas si on peut dire mouvement, mais tel type de SEO. Il y en a qui sont très techniques, il y en a qui sont très sémantiques.
Il y en a qui parlent que de Discover. Voilà, toi, tu n'as pas forcément ta religion là-dedans. J'ai une grosse appétence pour le sémantique, donc j'aime bien les contenus qui parlent de tout ça. Par exemple, j'aime bien les contenus de Thomas Meyer qui en parle bien, des choses comme ça. Donc ça, j'ai pas mal suivi, tu vois. La technique, pour être honnête, je suis une bille. Je suis assez au fait de mes limites. C'est bien, c'est une force. Donc j'essaye de m'améliorer, justement, j'essaye de consommer du contenu technique, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont bien meilleurs que moi sur ce sujet-là. C'est pas forcément le pilier qui m'intéresse le plus, donc j'essaye, tu vois, de monter en compétence pour pouvoir discuter avec des gens qui vont pouvoir résoudre les problématiques, mais j'ai pas vocation à être la meilleure SEO technique de France. D'accord, donc si on parle un peu de sémantique, voilà, pour ceux qui auraient un peu le même background que toi ou les mêmes affinités, est-ce que tu peux nous donner, pas des astuces, mais est-ce que tu peux nous donner 2-3 façons de voir la sémantique en SEO qui font toute la différence? Parce que si je suis un peu basique, on va se dire, ok, une page web, elle a un mot-clé qu'elle cible. Bon, ça, à peu près tout le monde l'a compris, en tout cas ceux qui sont légèrement instruits dans notre spécialité. Donc, une page, un mot-clé. Quand on monte d'un niveau, on va parler de la base title, les métadescriptions. Et voilà. Ça, très bien. Comment toi, si c'est le cas, comment toi, tu vas sublimer ce travail sémantique pour un client et proposer des choses un peu innovantes éventuellement sur la sémantique? Eh ben déjà, tu vois, moi je dirais pas une page un mot-clé, je dirais une page, une intention de recherche. D'accord. Pour moi, c'est un peu différent parce que tu vas, par exemple, avoir plusieurs façons de dire la même chose. Maigrir et perdre du poids, potentiellement, ça veut dire la même chose. Donc, si tu crées 2 pages différentes sur ces 2 requêtes-là, elles risquent très probablement de se cannibaliser. Donc déjà, je vais essayer de comprendre vraiment ce qu'attend le lecteur quand il se pose une question. Et est-ce que si quelqu'un cherche à maigrir ou à perdre du poids, il a la même envie ou pas? Par exemple, si tu veux maigrir ou perdre tes bourrelets, c'est peut-être pas exactement pareil parce que ça va être plus ciblé sur le ventre, sur j'en sais rien, je sais pas ma spécialité là, mais ça m'intéresse, vas-y, continue. Mais l'idée c'est vraiment de se demander son intention. Ouais, quand l'internaute il tape X, qu'est-ce qu'il veut lire? Est-ce qu'il veut lire un guide? Est-ce qu'il veut lire une liste? Est-ce qu'il veut lire un truc étape par étape? Est-ce qu'il veut un résumé d'un concept? Est-ce qu'il veut une définition? Et ça, on va pouvoir le voir déjà en se projetant, en se demandant qu'est-ce que veut la personne. Donc ça tu le sais en discutant avec ton client, en apprenant un petit peu ce sur quoi il bosse, quelles sont les questions que se posent ses clients. Et puis tu peux le voir aussi sur la SERP, tu regardes un peu ce qui se positionne et en général, tu vas quand même avoir des typologies de pages qui vont revenir. C'est ça, quand tu as un client qui veut se ranker sur une intention, c'est quoi ta méthode pour essayer d'être top 5? Je vais venir analyser ce qui se fait déjà. Tu tapes la requête dans Google, ouais. Tu vois un peu ce qui ressort. Ouais. Ça, en général, ça donne déjà pas mal d'infos. Des fois, c'est des requêtes qui sont pas très recherchées et du coup, les réponses qui sont comprises par Google sont pas forcément très pertinentes non plus parce que c'est des petits volumes et qu'il a pas pu forcément trouver quelque chose de pertinent. Donc, si moi, j'estime que j'ai une réponse qui est meilleure et qui correspond pas exactement à la typologie qui est déjà présentée, je vais pas hésiter à la mettre parce que c'est tout simplement quelque chose qui a pas encore été suffisamment recherché et personne n'a rédigé de contenu dessus. Et d'accord. Après, je vais venir regarder aussi les types de médias, par exemple. Tu vois, si c'est d'abord des vidéos qui vont ranker ou si c'est des images ou des choses comme ça, je vais pas hésiter à venir créer du contenu sur ces sujets-là, enfin sur ces médias-là aussi. Ok. Et si on se parle cocon sémantique, c'est des choses sur lesquelles tu as l'habitude de travailler, que tu connais? Ouais, c'est super intéressant. C'est vraiment. Alors, c'est quoi le secret du cocon sémantique? Alors moi, si je fais le bêta, je vais te dire moi un cocon sémantique c'est simple, c'est une page fille qui se réfère à une page mère avec un lien entre les deux et puis ça fait n fois. Comment on peut aborder un cocon sémantique de façon plus complète et surtout à l'expliquer à un client pour lui dire que c'est ça qu'il faut faire? C'est pas toujours ça qu'il faut faire. Alors, si tu veux faire un cocon sémantique alors.
Moi, j'essaye de pas forcément toujours rentrer dans les détails très techniques avec mes clients parce que ça les intéresse pas toujours. Donc, si je devais expliquer à un client ce que c'est, je vais lui expliquer que ça va permettre de distribuer un petit peu la force des pages à l'intérieur de son site et que il faut qu'il y ait plein de force qui arrive vers sa page qui va être la plus importante et qui va lui rapporter le plus de business. Et ensuite, on va venir alimenter ça par des sujets qui vont être connexes et qui vont venir donner toute la force. D'accord. Et c'est des choses que tu fais un peu ou tu es plutôt sur des optimisations on-page voilà. D'un point de vue sémantique, j'essaie de voir un peu le champ des possibles que tu proposes à tes clients concrètement. Donc toi, tu proposes parfois des rédactions fréquentes. Est-ce que tu fais l'IA c'est quoi d'ailleurs ta vision sur l'IA vis-à-vis de la sémantique? Alors, j'utilise beaucoup l'IA, mais par contre, je vais jamais lui déléguer complètement. Je pense que c'est un super bon assistant parce que ça te permet de gagner un temps de dingue. Par exemple, sur des sujets où il y a déjà beaucoup de contenu qui a été créé et où je vais venir voir ce qu'ont fait les concurrents et je trouve que c'est pertinent, je vais peut-être parfois venir extraire le contenu des concurrents et puis proposer à l'IA de venir me faire un plan par rapport à ce que proposent les concurrents, tu vois. Donc ça, j'ai pas forcément besoin de le faire à la main parce que l'IA le fait très bien. Par contre, je vais jamais dire à l'IA, rédige-moi un article de 1500 mots sur X. Ça va t'apporter aucune valeur ajoutée, ça va être assez plat, tu vas pas avoir forcément de choses qui vont te permettre de te différencier de quelqu'un d'autre. Donc, je vais vraiment le voir comme un assistant ou un stagiaire de 3e à qui tu dois tout expliquer. Donc, je lui dis, voilà, j'ai besoin que tu m'aides à créer un contenu qui va avoir vocation à X, qui va se positionner sur un site qui fait ça, qui va parler à des gens qui sont comme ça. Voilà ce que font les concurrents. Voilà ce que moi, je voudrais obtenir à la fin. On va bosser ensemble pour créer ça, quoi. En gros, c'est un peu comme ça que je me sers de l'IA et ça me permet du coup d'obtenir des trucs qui sont assez quali parce que beaucoup travaillent avec l'humain, mais par contre, toute la gestion de la donnée en amont va être faite par l'IA. Trop clair. Et la production de contenu en tant que telle, non, ça c'est la réduction quand tu as des 30 pages à faire de contenu, 100% rédaction humaine? Ça dépend. Est-ce que c'est 30 pages, par exemple, en programmatique, ou c'est juste des dérivés où tu dois faire meilleure agence Non, de contenu avec des sujets différents. Ok. Non, moi, je fais pas de 100% IA. Donc, après, je peux parfois... par exemple, si c'est des définitions ou des choses comme ça, je vais plus m'appuyer sur l'IA, effectivement, parce qu'une définition reste une définition. Je vais pas réinventer la roue. Mais je fais pas de 100% IA. Je vais toujours venir rajouter des trucs. D'accord. Parce que mes clients sont aussi, en général, des plus petits clients. Et du coup, on va plutôt se focaliser sur des contenus qui vont être vraiment qualitatifs, sur des mots-clés très business, plus que sur des gros volumes. Et tu travailles sur leur autorité aussi, ou finalement tu fais très peu de netlinking, puisque souvent petit client égale aussi déficit d'autorité, en tout cas sur le 3e pilier. Ouais. Tu fais du netlinking ou tu arrives à tirer ce que tu veux atteindre juste avec l'optimisation sémantique? Je fais du netlinking aussi, et puis on peut faire parfois, tu vois, du link baiting où on va faire des contenus qui vont pas être à destination des gens qui vont acheter le produit, mais plutôt à destination des gens qui vont venir nous faire un backlink. Donc ça, c'est une stratégie de contenu qui fonctionne encore pas trop mal. T'as des exemples de link baiting qui ont bien marché pour toi? Par exemple, il y a pas si longtemps, j'ai fait un article liste sur, je me rappelle même plus le sujet, mais c'était un truc du genre 30 logiciels pour faire je sais plus quoi. Et du coup, t'envoies, tu vois, la liste aux différents logiciels. Il y a pas mal de chances qu'ils te fassent un backlink. Et puis d'autres sites qui veulent aussi parler de différentes options pour faire ça, ils vont pouvoir faire un lien. Si tu rajoutes une petite infographie sympa, t'as des chances d'avoir un backlink. Maintenant, si on parle un peu client, quel est ton ressenti après quelques années dans de la gestion de clients qui sont quoi? C'est des entrepreneurs, des professions libérales, c'est des gens qui ont des salariés, ouais, oui, quand même général, des salariés. Ouais. Et donc moi j'en ai l'image de gens qui sont souvent impatients. J'en ai l'image, alors je dis pas que ceux qui ont plus de budget ou qui sont dans des grosses boîtes le sont pas, mais il y a cette notion de dire c'est mon argent que j'ai gagné à la sueur de mon front. Il y a cette image aussi de pas forcément, et je leur en veux pas du tout, se rendre compte des proportions, c'est-à-dire qu'ils donnent parfois 400 €
Et pour eux, c'est une grosse somme, alors que pour nous, on sait que on va pas travailler extrêmement longtemps pour cette somme-là. Et qui puisait, il faudrait, avec des sommes assez faibles, arriver rapidement à des objectifs, sinon on est mis. Toi, je veux pas non plus dire que des choses négatives, parce que il y en a qui sont extrêmement sympas, on en a aussi dans nos clients. Mais donne-nous ta vision des choses, et puis peut-être des choses que tu as appris sur la gestion de clientèle, notamment sur des clients qui sont peut-être une typologie très spécifique dans le service. Ouais, c'est vrai que moi, je vais avoir plutôt, tu vois, des petits comptes. Et c'est vraiment quelque chose sur lesquels je vais essayer de les sensibiliser dès le départ. La plupart des gens qui viennent me voir, c'est des gens qui ont déjà beaucoup consommé mon contenu et qui savent ce que je fais. Donc, ils se sont déjà un petit peu approprié le sujet de façon très basique, mais ils connaissent un petit peu les bases du SEO et ils savent que c'est pas magique. Voilà. Et moi, j'ai pas du tout la philosophie de vendre pour vendre. Si je vois que le SEO c'est pas pour toi et que c'est pas quelque chose qui va te bénéficier parce que t'es trop petit, t'as pas le budget, tu penses que il y a plein de gens des fois, tu sais, qui ont entendu qu'il fallait absolument un site internet, absolument avoir un super SEO et qui commencent à se former à droite, à gauche, machin. Et puis ils viennent me voir et puis ça a pas marché. Bah oui, mais t'as pas besoin de SEO. En fait, toi, tu vends des produits zéro déchet sur des salons locaux. Va pas t'embêter à faire un site, ça sert à rien pour toi, tu vois. Donc moi, j'essaye toujours d'être très transparent dès le premier appel, parce que le SEO, moi, j'adore ça. Je suis persuadée que ça fonctionne très très bien. Mais pas pour tout le monde en fait. Même si y a plein de gens pour qui c'est forcément bénéfique, des fois c'est pas la meilleure façon d'investir son budget. Et en termes de budget, c'est quoi ta limite? T'as des clients avec des très petits budgets, des très gros budgets. Tu peux nous donner une fourchette des budgets que tu arrives à gérer? Peut-être un nombre de clients aussi. Est-ce que tu as l'impression que tu es à ton max? Avec combien de clients? Enfin, décris-nous un peu ta vie. Tu nous donnes ce que tu veux. Non, mais pas de souci. Ouais, parfois j'ai des très petits budgets parce que en fait, j'ai un peu aussi vocation, oui. Je sais pas si je peux le dire comme ça, mais j'aime bien aider les gens. Et du coup, je vais parfois sur des projets où je sais que je vais pas gagner grand-chose, mais j'ai l'impression que ça va beaucoup aider la personne. Donc c'est des budgets qui sont tout petits, tu vois. Des fois, je vais signer des 1000 euros, des choses comme ça. Mais au moins, je vais pouvoir aider la personne à faire un mini audit parce que son site a 3 pages, donc évidemment, je vais pas lui prendre cher pour faire un audit, mais pour lui faire comprendre un petit peu dans quelle direction elle devrait aller et puis qu'elle puisse ensuite le gérer par elle-même. Donc dans ce cas-là, je vais proposer, tu vois, de mettre à plat un petit peu ce qui s'est fait déjà, et puis après du coaching, vraiment de façon très très simple pour que les gens puissent mettre un peu un pied à l'étrier et qu'ils évitent globalement de faire des grosses erreurs. Tu vois, ça va plutôt être les tout petits budgets, je vais plutôt les gérer comme ça. C'est des one shot. Ouais. Souvent. Ouais, c'est ça. Et après, ça peut arriver que les gens reviennent, tu vois, ponctuellement sur un problème 6 mois, 1 an après, parce qu'ils ont un petit peu plus développé leur site. Mais ils savent plus trop si la stratégie dont on avait parlé au début est toujours adaptée, s'ils ont fait des petites erreurs. Donc, de temps en temps, on peut faire, tu vois, 1 heure ou 2 heures de coaching pour venir remettre un peu à plat tout ça. Donc là, en récurrent, tu arrives à gérer combien de budget? Combien de personnes? De clients plutôt? En fait, moi, mon temps, il est pas 100% dédié à la presta. Parce que je vais avoir pas mal de clients sur lesquels je vais venir faire de la stratégie et ensuite de l'opérationnel. Donc ça, c'est des clients que je vais avoir, tu vois, sur 6 mois, 1 an, 2 ans, etc. Là, en ce moment, tu vois, j'ai 2 gros clients comme ça et des plus petits qui se promènent un petit peu partout. Et après, j'ai une grosse partie de mon temps aussi qui est en fait occupée par la création de contenu, par plein de choses comme ça. Est-ce que tu continues à produire du contenu? Ouais, alors je suis aidée, j'ai une community manager, j'ai une assistante et tout ça qui m'aide sur la création de contenu, mais par contre ça fait quand même partie intégrante de mon activité parce que je suis ambassadrice SEMrush, je fais des conférences, je fais là tu vois des podcasts pour mine de rien développer un peu ma visibilité, etc. Je fais des formations, j'interviens sur des webinaires, j'ai écrit un livre, je fais des vidéos. Donc toutes ces choses-là, soit c'est des choses qui sont rémunérées, soit c'est des choses pour lesquelles je vais investir du temps qui va être non rémunéré, mais qui va me permettre de développer ma visibilité, de toucher des nouvelles personnes qui vont venir faire des prestats. Très clair. Et donc du coup, j'avais une question, bon, ok.
Parfait. Maintenant, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des écueils sur des clients, d'avoir envie d'en étrangler certains, ou alors même de dire, écoute, moi je suis presta, donc en fait, en vrai, j'ai une certaine liberté et j'en ai marre de travailler pour toi parce que t'es jamais content. Est-ce qu'il y a un peu ce côté-là où t'es jusqu'au boutiste et t'arrives pas à dire non et comment ça se passe la gestion des clients? Parce que voilà, tu dois avoir comme tout le monde des clients qui en veulent plus ou qui sont pas satisfaits. Ça m'est arrivé une fois de terminer une presta avant qu'elle commence. Enfin, on avait signé le devis, l'acompte était prêt à partir du côté du client. Et en fait, je sentais que j'avais la boule au ventre à chaque fois que je devais interagir avec lui. J'aimais pas du tout, tu vois, la dynamique qu'on avait. Donc, je me suis dit, en fait, j'ai pas envie de me lancer dans une presta avec cette personne. Donc, je lui ai dit que je préférais finalement renoncer, tu vois, à la mission avant même qu'elle démarre parce que j'étais pas à l'aise. Et sinon, à part ça, écoute, je pense que j'ai beaucoup de chance parce que tous mes clients sont incroyables. Ah, super. Donc après, comme je crée beaucoup de contenu aussi, les gens viennent me voir en me connaissant déjà. Donc je pense que j'attire des gens qui me ressemblent ou qui du moins sont assez en phase avec la personne que je suis et avec la vision que j'ai de mon travail et de ce que je propose. Donc non, vraiment, j'ai que des clients. Il y en a qui viennent avec des résultats en tête. Est-ce qu'il y en a qui viennent te dire, bon, Nelly, moi je veux bien travailler avec toi, mais par contre, dans 3 semaines, je veux être promis sur nananana. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont très challenging sur les résultats? Alors oui, évidemment, on a des KPI parce que c'est pas bosser avec moi pour le plaisir, tu vois. Ça peut. Écoutez, non, bien sûr, je suis challengée sur les résultats. Après, je vais être premier sur mon mot-clé en 3 semaines. Non, parce que les gens lisent mon contenu, ils savent que ça n'arrive pas comme ça. Non, bien sûr que l'idée c'est d'avoir des résultats et de créer de la valeur pour les clients. Écoute, jusqu'à présent, je crois que tout le monde est content. Les clients et moi, donc tout va bien. Et pour être productif, est-ce qu'il y a, quand je dis qu'on est seul, c'est-à-dire que toi t'es pas dans une grosse boîte avec un open space et machin, est-ce que tu as développé des astuces pour être productif à part le café? Je bois pas de café. Tu bois pas de café en Non. plus, tu bois du maté, c'est ça? Je bois rien, je bois de l'eau. Ah, c'est de l'eau. La meuf chiante. T'arrives à rester éveillé avec de l'eau? Ouais. Comment tu fais? Je dors 9 heures par jour. Ah, c'est ça qui me manquait. Alors, est-ce que t'as développé des petites choses? Est-ce qu'il y a des outils qui te font gagner un temps fou? Est-ce que t'as une hygiène de vie irréprochable? Enfin, je sais pas, c'est quoi tes best practices? Une hygiène de vie irréprochable, écoute, je ne sais pas, mais effectivement, je dors beaucoup, je fais pas mal de sport, j'habite à 150 mètres de la plage, on est pas mal, tu vois, en termes de stress au quotidien. Tu travailles combien de temps par jour? Je travaille 5 heures. 5 heures. À peu près, ouais. Et le reste, c'est la plage? Je fais du sport, ouais, je fais du kitesurf, je vais promener mes chiens, je vais voir mes potes, je vais faire mon jardin. Ouais, je suis pas trop à plaindre, je crois, ça va. Tu t'es déjà senti stressé? Ouais. En fait, je me mets une pression. Je croyais que t'allais me dire non, jamais. Ça fait 2 heures, je te dis non. D'accord. Non, si. En fait, tu sais, j'ai beau avoir un cadre de vie qui est trop bien. Je me mets la pression toute seule des fois parce que j'ai toujours envie de faire plus. Déjà, la satisfaction de mes clients, c'est vraiment mon truc numéro 1. Donc, je vais toujours essayer de surdélivrer, de faire plus que ce qu'on attend de moi parce que c'est important et ça me permet aussi d'apprendre plus parce que si je prends toujours que des projets où c'est très facile pour moi, bah ok, mes clients vont être contents, mais moi au bout d'un moment je vais un peu patiner, donc j'essaye de surdélivrer toujours, ce qui me permet à la fois de rendre les clients encore plus contents et moi d'apprendre encore plus de choses, donc ça c'est pas mal. D'accord. Et après, ouais, je suis toujours stressée parce que je lance toujours plein de projets. Là, tu vois, il y a 2 jours, avec Camille Dufossé, on a lancé le cahier de vacances du SEO. On s'est lancé là-dessus un peu comme ça. Et en fait, on a récupéré pratiquement 2000 leads. Et donc, on est contente de l'avoir faite. Mais moi, clairement, j'étais en plein voyage entre 2 avions, machin, c'était peut-être pas le meilleur moment. Donc oui, ça m'a stressé un peu. Donc le cahier de vacances, c'est quoi le cahier de vacances du SEO? On a fait un cahier de vacances du SEO, du coup, en partenariat avec Links Garden. Et c'est pour que les gens fassent comme leurs enfants, tu vois, sur la plage. Donc il y a des infographies, il y a des quiz, il y a des astuces, il y a la recette du mojito, il y a plein de choses pour penser au SEO quand on est à la Grande Motte. Trop bien. Et si on parle un peu de l'aspect de la jante féminine dans le SEO,
Toi, c'est quoi ta vision des choses par rapport à ça? Est-ce que tu as l'impression que enfin voilà, j'ai pas envie de faire de questions trop fermées pour pas être repris en bad buzz. Mais toi, c'est quoi ta vision de ça là, par rapport aux femmes dans le SEO? Est-ce que tu trouves qu'il y en a assez? Est-ce que tu trouves qu'il faudrait qu'il y en ait plus? Est-ce que vous apportez quelque chose de différent qu'un homme? Enfin voilà. Alors moi, j'ai un peu un problème avec ça, entre guillemets, parce que je me suis jamais sentie femme dans le SEO. Je me suis sentie quelqu'un dans le SEO. Et c'est vrai que ça fait souvent débat. Tu vois, j'avais fait un post sur ce sujet qui avait fait pas mal parler pendant quelques semaines, où justement je disais que j'étais un peu fatiguée de la parité, parce que j'ai l'impression que parfois on va inviter une femme parce qu'elle est femme et pas parce qu'elle a quelque chose à apporter sur le sujet. Et ça me dérange, dans le sens où moi j'ai pas envie d'être invitée juste parce que je vais remplir un quota, mais j'ai envie d'être invitée ou de participer à un event ou d'être prise en presta. Parce que j'ai quelque chose, peut-être un angle différent ou peut-être un feeling différent avec la personne que j'ai en face de moi. Donc, est-ce qu'il y a assez de femmes dans le SEO ? C'est pas vraiment une question que je me pose. Probablement qu'il y en a pas assez. Personnellement, moi, alors c'est vraiment mon point de vue personnel, je suis pas en train de dire que c'est le cas pour tout le monde, mais moi, personnellement, j'ai jamais senti de difficulté ou de jugement parce que j'étais une femme et que je serais potentiellement moins technique. Je suis moins technique. Je suis pas sûre que ça ait quelque chose à voir avec le fait que je sois une femme. Donc voilà, moi, personnellement, je me pose pas la question de savoir si je vais discuter avec un homme, une femme, n'importe qui, c'est juste ce que la personne a à me raconter qui va m'intéresser, quoi. Ok, non, mais on est totalement d'accord. Moi, je pense que la parité n'a aucun sens. Après, en revanche, je pense que l'homme et la femme sont différents par nature et que du coup, en tout cas, moi, je le vois parce qu'on a de la chance, j'ai la chance d'avoir des équipes et que avoir les deux sexes, c'est super quand même. Ça apporte un équilibre qui est d'ailleurs un peu impalpable, qui va pas se définir, qui va pas être du type toi t'es plus ceci, toi t'es moins cela. Ça c'est pas de cet ordre-là. C'est plutôt de l'ordre de l'équilibre, un peu le yin et le yang. Et ça c'est très précieux, quoi. C'est nécessaire. Paraît évident que quand t'as beaucoup de mecs, tu peux avoir un peu de testostérone, et surtout qu'on est dans un métier d'expertise qui fait que de temps en temps, tu peux avoir un aspect un peu d'orgueil et tout ça, que je pense qu'on retrouve peut-être un peu moins dans la gente féminine quand même, et c'est plutôt une bonne chose selon moi. Mais après, je ne veux pas généraliser, c'est très compliqué de dire ça, mais voilà, je trouve qu'il y a un équilibre qui est important. C'est pour ça que moi, je suis sensible à ce que, à former, moi, je vais privilégier des recrutements féminins, parce que je trouve que ça apporte beaucoup, plutôt pas d'un point de vue technique, pas d'un point de vue métier, pas spécialement. Par contre, d'un point de vue équilibre, façon de penser, subtilité, pas forcément dans le sens qu'on pense uniquement. Ça, c'est assez génial. Ouais, tu vois, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est plus sur des choses un peu impalpables, mais ça ne va pas avoir de répercussions sur le métier et sur l'expertise. Tu peux avoir des cracks dans n'importe quel domaine, homme ou femme. Donc on est ouais, très clair. Ok, donc niveau outils, pas spécialement de choses qui te fait gagner un temps extraordinaire dans ta vie quotidienne. C'est juste que j'ai oublié de te répondre. Alors maintenant, les outils. Je passe ma vie sur Notion. Ah, Notion, vraiment. Ça, c'est très bien. En fait, j'organise tout sur Notion. Donc je vais à la fois avoir mon CRM parce que je suis pas une énorme boîte, donc j'ai pas non plus 14 000 clients à gérer. Sur Notion, ça marche très bien. Je vais faire tous mes suivis de projet. J'ai énormément de templates. Je pars du principe que si je dois faire un truc plus de 2 fois, ça vaut le coup que je fasse un template. Donc, je vais avoir des templates d'audit, je vais avoir des templates de prise de rendez-vous, des templates de questions que je pose à mes prospects, des templates, j'en ai partout. Et ça me permet de gagner un temps fou. Et par exemple, on parlait de la création de contenu un peu plus tôt. Tous les lundis, je vais venir publier sur LinkedIn un carrousel des nouveautés, où c'est un carrousel où je vais venir expliquer un peu ce qui s'est passé la semaine précédente en termes de mise à jour, en termes d'actualité, etc. Et ça, il y a tout le temps plein de gens qui me disent « Oh, mais merci beaucoup pour la valeur, ça doit te prendre un temps fou et tout. » C'est tout templatisé, ça me prend 30 minutes. Donc beau, voilà, je fais team template. Et justement, quand tu fais de la veille, tu fais quoi ? Alors justement, tu vois, ce carrousel, c'est un truc que j'ai pas voulu déléguer
jusqu'à présent. Donc, on m'aide sur des créations d'infographies, sur plein de trucs, mais pas sur ce carrousel parce que ça m'oblige à faire ma veille moi-même. Donc, je sais que chaque week-end, je suis obligée de faire ma veille pour délivrer le carrousel du lundi pour que les autres n'aient pas à la faire. Donc, je vais aller sur Abondance, Search Engine Journal, sur les parutions officielles de Google, Search Engine Roundtable. Et après, je vais avoir un Feedly. Tu connais Feedly? Oui, très bien. Qui c'est va un venir, agrégateur RSS pour suivre un peu les actualités quasiment en automatique. Ouais, exactement. Donc, en fait, je vais venir récupérer mon feed avec toutes les actus qui vont m'intéresser et je regarde là-dedans et normalement, je suis pas trop mal. C'est un gros héritage du passé, les flux RSS et tout ça. C'est très utilisé quand j'ai ton âge. Mais en fait, c'est marrant et c'est maintenant très exploité pour des techniques un peu plus Black Hat et tout ça. D'ailleurs, quand on parle de techniques un peu border en SEO, des trucs un peu osés, est-ce que c'est des choses que tu regardes un peu parce que c'est quand même rigolo de jouer avec les limites, au moins avec ses sites perso, ou toi t'es que dans le contenu de qualité qui intéresse l'internaute et rien d'autre? Alors, j'ai rien contre le black, je le pratique pas. Voilà. Mais tu regardes un peu, tu t'entraînes. Ouais, je m'intéresse un peu, je discute avec des gens et des fois, oh tu fais ça? Dis donc, coquin. Donc oui, ça m'intéresse plus par curiosité. J'avoue que non, je pratique très très peu. D'accord. Et prochaine destination après le Mexique? Île Maurice, Réunion. Je suis entre les deux là. Terrible. Hein. Franchement dégueulasse. Chouette, pluie. Il fait pas beau. Il y a pas de plage là-bas. Non, que c'est des pas requins, connu pour ça. Ouais. Alors tu poses tes bagages et tu sais pas quand est-ce que tu reviens? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc là, je pars mi-septembre. Je reviens en décembre parce que j'ai une conférence à Paris en décembre. Et où ça? je peux pas te dire. Ah, tu peux pas me dire. Je sentais que c'était confidentiel. Tu sauras bientôt. Avec John Muller, c'est ça? Ouais, presque. On va boire un café après. Trop bien. Mais c'est un truc sympa. Ok. Donc je reviens pour décembre et après en fonction de si j'ai aimé ces deux petites îles, j'y retourne en janvier ou je vais ailleurs. D'accord. C'est un peu mon plan là. Tu poses tes bagages, tu regardes si la mer est tempérée et puis. Ouais, s'il y a du bon vent. Je plaisante. Super. Et s'il y a, pour finir, une Nelly Bis qui nous écoute là et sa vie, elle est incroyable et tout. Elle est au Mexique, elle parle sur l'île Maurice. Moi, je veux faire ça en fait. Je suis sans attache et tout ça. Est-ce que tu peux lui donner 2-3 conseils en tant qu'entrepreneur pour peut-être bien choisir sa destination, pour se poser les bonnes questions et voilà. Et puis, est-ce que tu peux après, si elle veut faire du SEO, lui donner aussi peut-être les choses où tu as perdu du temps que tu aurais aimé connaître, je sais pas, telle formation ou telle astuce pour aller plus vite ou là une confiance en toi que tu as acquis alors qu'en fait on aurait pu te le dire. Enfin, tu vois, un conseil en tant qu'entrepreneur, puis après 2-3 conseils en tant qu'entrepreneur et 2-3 conseils en tant que consultante SEO pour tout casser et se lancer cette année-là. Des conseils en tant qu'entrepreneur, je pense que faut travailler sa résilience. Moi, je crois que c'est vraiment ça qui m'aide tout le temps. Parce que j'ai pas trop peur de l'échec. J'ai assez confiance dans le fait que je peux rebondir, que je peux refaire de l'argent et que je peux faire autre chose, tu vois. Donc, je vais pas me bloquer. T'es en mode, au pire, je fais de la plonge, quoi, non? Ouais. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, vraiment, s'il faut vraiment faire un métier où il y aurait pas de problème pour trouver du boulot, je le ferai. J'ai pas de faux orgueil, un orgueil mal placé par rapport à ça. J'irai là où il y a de l'argent si vraiment j'y suis obligé. J'ai pas de souci avec ça. Ouais, c'est ça. Bah, j'espère que ça durerait pas trop longtemps, tu vois. Oui. Mais le temps de se remettre sur ses pieds et de faire autre chose, je pense que. Ok. Ouais, donc ça pas peur de l'échec, assumer. Quoi d'autre? Je suis en train de me rendre compte vraiment de l'importance de développer son audience. Moi, par exemple, j'ai misé beaucoup sur LinkedIn. Et ça m'apporte des opportunités incroyables. Tu vois, je suis là grâce à LinkedIn. C'est ça. Et je fais beaucoup de choses grâce à LinkedIn. Ça m'apporte la grande majorité de mes clients. Ça m'a permis de lancer des produits digitaux alors que j'avais même pas une grosse audience. Et du coup, ça me fait des revenus qui sont récurrents alors que je fais plus rien dessus. Ça me permet de développer ma crédibilité, de faire des contenus qui m'intéressent. Tu vois, je m'éclate sur ma newsletter, je fais des conférences, des vidéos,
toutes ces choses-là, c'est des trucs qui arrivent grâce à LinkedIn que je pourrais pas faire si j'avais travaillé uniquement pour mes clients et que j'avais pas d'audience. Parce que si t'as pas d'audience, ben, ça va rien apporter, tu vois, de développer ces contenus-là. Donc moi, je suis ultra reconnaissante de pouvoir avoir une journée qui est super variée et de pouvoir aider les gens, bah, à la fois via des prestations et à la fois via du contenu gratuit qui va, moi, me rémunérer par la suite. Mais pour les gens qui le reçoivent, ben, c'est complètement gratuit et ça m'éclate. Ok, juste avant de passer sur l'aspect des conseils sur devenir consultante SEO, se former au bon endroit, quand on t'écoute, ça paraît facile. Et c'est vrai que c'est vrai que c'est impressionnant. Est-ce que je reformule bien en disant que ce que tu dis, en gros, c'est faites-vous confiance. En fait, faut pas avoir trop peur non plus de l'adversité. Alors, elle arrive parfois, mais en vrai, on a souvent des solutions qui s'offrent à nous, soit des parents, soit un boulot qui est à côté, soit des amis, soit plein de choses. 2, tu dis, cherchez pas à faire compliqué. En fait, vous pouvez écrire un bouquin, vous pouvez faire, il y a LinkedIn, il y a les réseaux sociaux. Et au bout d'un moment, ça paye? En fait, c'est un peu le même principe que le SEO, tu vois, c'est vraiment de l'inbound où tu vas venir créer du contenu pour attirer des gens qui vont être intéressés par ce que tu fais. Donc, pour moi, c'est vraiment un parallèle qui est super pertinent de, bah, sur du SEO, tu vas peut-être créer un blog, créer des contenus qui vont intéresser les gens. Et sur LinkedIn ou sur YouTube ou sur n'importe quelle autre plateforme de création de contenu, bah, c'est exactement la même chose. C'est juste pas la même façon de le diffuser. Et ouais, en fait, c'est gratuit. Tu sais, t'as pas de barrière à l'entrée. Personne va te demander de payer un droit d'entrée pour aller publier ta vidéo. Et t'as dit, il faut être résilient, mais il faut être résilient combien de temps? Toute sa vie, je crois. Ouais, mais pour que ça marche, pour arriver un peu à des choses satisfaisantes, combien de temps il faut insister pour se dire, ça y est, j'y suis arrivé? Toi, t'as eu l'impression que ça prenait en combien de temps, tu vois, où tu t'as commencé à dire, ça y est, je suis lancé là? Bah, pour moi, le SEO, ça a été assez rapide, mais parce que je pense que je m'étais plantée plein de fois avant. Ouais. Donc, tu parles du Covid ou tu parles d'autres expériences? Tu parles de tes expériences que tu nous as partagées sur le Covid ou ouais, d'autres sur choses? le Covid. Et puis, il y a plein de projets que j'avais en tête et que j'ai commencé à travailler. Et finalement, tu vois, avant même de les lancer, je les ai abandonnés. Et puis, j'ai testé plein de side projects, plein de trucs. Ça, on retombe sur la résilience, sur le fait que, bah, vas-y, tente des trucs, c'est pas grave, tu vois. En France, on a quand même vachement peur de l'échec, du regard des autres, de se dire, mais que vont penser les gens si je réussis pas? Et en fait, on s'en fout complètement. Enfin, moi, en tout cas, je m'en fous complètement. Et je me dis, bah, au pire, j'aurais testé des choses. Puis il y a vraiment que les gens qui font rien qui vont te critiquer. Parce que ceux qui ont déjà réussi, ils savent que c'est dur. Donc, on va pas venir te cracher dessus en disant, ah, t'as raté. Bah non, on va te dire, ah, bah, c'est dommage, mais peut-être t'as appris des trucs et qu'est-ce que tu fais maintenant et tout, tu vois. Donc, bah, pour répondre à ta question, le SEO, ça a marché relativement vite, mais parce que il y a plein d'erreurs que j'ai évitées par le passé, tu vois. Et du coup, en SEO, donc la personne qui nous regarde dit, ouais, alors qu'est-ce que je peux faire pour me lancer, essayer d'acquérir mon petit niveau qui va bien, je commence par quoi? Alors, tu parles de ton niveau de SEO ou de ton niveau d'entrepreneur? SEO. L'entrepreneur, on en a parlé, la résilience, se faire confiance. On aurait pu parler aussi du choix de la destination, mais ça, c'est assez personnel. Et en SEO, si je veux me lancer, apprendre, toi, où t'as perdu du temps et quelle formation ou quel sujet t'as vite mis le pied à l'étrier? Si c'est le cas, ou peut-être que t'as galéré, mais... Je pense que j'avais pas une vision assez précise de ce que je voulais faire de mes journées. Et du coup, je me suis lancée dans une formation de 8 mois en rédaction web que j'aurais pu faire en une semaine. Je pense que c'est très important pour certaines personnes de faire ce type de formation parce que c'est des gens qui ont pas vocation d'être entrepreneurs. Alors, il y a rien de péjoratif dans ce que je dis, mais c'est juste, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont beaucoup plus à l'aise dans le rôle de salariés déguisés, un petit peu plus d'exécutants, où on va leur attribuer des missions et où il n'y a pas la pression de développer un business qui grandit, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui vont être très à l'aise avec le fait de se dégager un salaire qui va être un peu plus que ce qu'ils gagnaient auparavant en tant que salariés, mais qui veulent pas avoir de pression supplémentaire pour développer des choses différentes, etc. Donc ce type de formation-là, je pense que c'est très bien pour eux. Pour moi qui avait une vocation un peu différente où je voulais tester plus de choses et je veux pas faire la même chose chaque heure de chaque jour. Donc pour moi, par exemple, faire que de la rédac, c'était pas génial. Et ce qui a fait perdre du temps, c'est de me rendre compte que justement, il y avait tellement d'autres choses
dans le SEO et que je serais très limitée si je m'ouvrais pas un peu le champ des possibles, et de me rendre compte que mon cœur d'expertise, ça allait pas être ce que j'allais faire au quotidien pendant 8 heures par jour. Parce que tu gères tes clients, tu gères ta compta, tu gères moi ma création de contenu, etc. Et finalement, tes prestats en tant que tels, c'est pas 100% de ton temps de travail. Nelly, est-ce que il faut donner pour recevoir ? Ouais, je pense. À fond ? Ouais. Ok, très clair. Je pense que c'est aussi un peu ce qui t'a réussi. Bah écoute, en tout cas, j'ai reçois beaucoup de messages de gens qui m'expriment leur gratitude par rapport au contenu que je crée. Donc moi, ça me fait vraiment plaisir, continuer. Moi, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est pour moi une façon d'accompagner les gens pour passer de un niveau 0 en SEO à 0,5 ou 1. Tu vois, j'ai pas vocation à former des consultants, mais vraiment de pouvoir expliquer les bases à plein de gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de comprendre un peu les bases, ne serait-ce que des gens qui travaillent en marketing et qui ont besoin de discuter avec les consultants SEO. Peut-être parfois ils ont pas, tu vois, les tenants et aboutissants ou le vocabulaire. Donc il y a beaucoup de gens comme ça qui me suivent. Et ouais, je reçois très souvent des messages de gens qui me disent que ils lisent mes contenus depuis longtemps et que ça les a beaucoup aidés. Et ensuite, c'est des gens qui convertissent. Donc moi, je suis contente. Eux, ils sont contents. Tout va bien. Dernière question. Fais attention, hein, c'est souvent la plus dure. Ok. Moi, j'ai voulu appeler ce podcast ETOC parce que je trouve qu'il y a un côté un peu compulsif dans le SEO. En tout cas, chez moi, j'ai peut-être un problème avec ça. Moi, je veux tout le temps tout optimiser. Moi, je fais un mariage, je me dis comment j'aurais pu faire ça différemment, comment j'aurais fait ça à ma place. C'est un peu une obsession. Est-ce que toi, tu peux nous confier quelque chose d'un peu compulsif chez toi dans ton métier, soit d'entrepreneur, soit de SEO, qui te tient vraiment à cœur, par exemple? Je vais très rarement dire non à une proposition. En fait, quand je sens que ça peut m'amuser ou que ça peut me challenger, je vais dire oui. Même quand c'est un peu hors scope? Ouais. Ouais, ça. Ouais. Voilà. Même si c'est pas quelque chose qui va complètement dans ma vision ou qui est exactement dans ce que je veux proposer, je vais dire ouais. Trop bien. C'est bon à savoir, ça. C'est cool. Si j'ai des choses hyper compliquées ou que je sais pas faire, je t'appelle. Bon, merci beaucoup pour ton temps. Avec plaisir, c'était trop cool. Ouais, moi aussi, c'était super intéressant. Il y a vraiment tout ce côté de vie un peu, j'allais dire exotique, c'est pas le mot parfait, mais à l'étranger, de choses nouvelles que tu nous apportes. Il y a beaucoup de fraîcheur dans ce que tu dis. Il y a beaucoup de choses, voilà, qui sont super intéressantes et super nouvelles pour moi en tout cas. C'est assez loin de la vie que je vis, donc moi je me régale à t'écouter. Merci beaucoup. On va te suivre avec intérêt. Eh ben, écoute, merci de m'avoir accueilli, invité. Et si t'as en plus appris des trucs, moi je suis super contente. Exactement. À bientôt. Ouais, salut.